Votre épisode du podcast de Flash Formation débutera après ce message de notre commanditaire officiel. Vous avez besoin de financement ou d'une préautorisation hypothécaire pour un nouvel achat immobilier? Vous êtes en période de renouvellement hypothécaire et désirez obtenir les meilleures conditions? Contactez Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire Multiprêt Hypothèque, fier présentateur officiel de la saison 2 du podcast Flash Formation. What's up tout le monde? Bienvenue à l'épisode de Flash Formation, le podcast pour les pompiers passionnés. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Aujourd'hui, un épisode, encore une fois, avec notre collaborateur François Thivierge. En forme? Très en forme. Excellent. François, on le rappelle, instructeur chez Flash Formation, directeur de la MRC de Montcalm, mais également éligible à Montréal. Aujourd'hui, je te reçois parce que j'ai envie qu'on discute d'un sujet ensemble qu'on a déjà parlé souvent. François et moi, on était au certificat au HEC ensemble. Et bien évidemment, à travers les études, on parlait de rôle et responsabilités, de délégation, de reconnaissance. Et on avait la discussion qui disait à quel point, des fois, surtout quand on commence comme officier, c'est des sujets qui ne sont pas nécessairement évidents. De dire, ben, je passe de pompier à éligible à lieutenant, ou je passe d'un rôle de lieutenant à maintenant chef aux opérations. Les rôles et responsabilités, des fois, sont difficiles à bien cerner, à savoir est-ce que c'est à moi, est-ce que j'en demande trop au gars, est-ce que je devrais déléguer ça, est-ce que je devrais le faire? Puis c'est un peu ça que je veux qu'on discute aujourd'hui ensemble. Puis je commence avec une question. Toi, François, autant dans tes deux rôles, est-ce que c'est quelque chose qui est facile pour toi de déléguer? Au début, je pensais que tu m'invitais parce que tu t'es dit, François, il doit être bon pour déléguer. Il va venir nous en parler, puis au contraire, je suis pas si bon que ça, honnêtement. Je me remets souvent en question. Je me demande souvent comment je pourrais faire mieux, comment je pourrais mieux déléguer. Parce que je me souviens de moi, à lieutenant à temps partiel, en me disant, hey, j'ai encore un chef aux opérations, c'est mon appel, qui est un appel mineur, qui venait gérer des feux de déchets, un accident mineur avec dommage matériel seulement. Là, il y avait tout le temps un chef. Là, je me disais, fais-moi confiance, donne-moi la responsabilité, je suis capable de le faire, donne-moi les outils, puis je vais être bon. Puis après ça, tu montes en grade ailleurs. Là, tu te rends compte que tu es encore proche du terrain, encore quelqu'un de très technique, puis tu te dis, mais je sais comment ça va, puis en plus, je me suis déjà cassé le nez 2 fois, 3 fois, 4 fois, je ne ferais pas répéter les mêmes erreurs du passé à l'autre. Je l'ai essayé, je sais que ça marche mieux comme ça. Puis tu t'attendrais à ce qu'il le fasse comme toi tu le voudrais, parce que tu as l'impression que c'est la méthode la plus performante, la plus efficiente. Tu dis, bon, ben parfait, moi je m'attends à ce que ce soit comme ça, puis je vais peut-être même le faire encore une couple de fois à ta place, alors que tu devrais pas faire ça. En fait, pas tout le temps. OK. Mais c'est ça, mais je m'améliore beaucoup, honnêtement, en délégation. Mais à ma première journée en charge à Montréal, avec les mêmes gars avec qui je travaille depuis 3 ans dans la même caserne, je me suis ramassé à ben trop en faire. Ben trop en faire, puis là, j'ai fini la journée, j'ai dit, les gars, je m'excuse. C'est ma faute. Mais surtout, dans ta personnalité, t'es un passionné, t'es un gars ultra énergique, mais sais-tu quoi? Ça me rassure de t'entendre dire ça, parce que moi, ça fait déjà plus que 10 ans que je suis officier, puis je me souviens, puis des fois encore, exemple, sur des appels PR, c'est drôle parce qu'en ce moment, je suis dans une caserne où j'ai des plus jeunes qui sont PR, ça fait pas longtemps. Moi, ça fait, je m'en viens avec des cheveux blancs, c'est pas pour rien, là. Ouais, 17 ans de PR. Ouais. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a de l'expérience qui embarque de plus. Puis, en ce moment, je suis dans un secteur où c'est long, l'ambulance. Ça prend là, des 15-20 minutes, des fois. À un moment donné, tu as fait le tour de tes questions, mais tant qu'à être là, puis dire, ben, les cadres sont beaux, mais j'aime ça un petit peu plus, aller chercher un peu plus d'informations, ou aller chercher, puis des fois, mais c'est gêne, c'est pas trop comment. Mais des informations complémentaires super pertinentes parce que, ouais, c'est ça, parce que toi, en 17, 18, 19 ans de PR, là, tu le sais que le paramédic, il s'en va là, il va avoir besoin de cette question-là. Ouais. Puis en bout de ligne, mais ça favorise un transfert plus rapide vers un centre hospitalier pour le patient ou la patiente. Il part plus vite. C'est sûr que si tu regardes dans le protocole, tu dis ça s'arrête juste là. Ouais. Je sais où tu t'en vas. Tu sais. Exactement. Mais tu fais quoi avec ton jeune? Mais c'est là où des fois je me rends compte que Colin, puis c'est drôle, j'ai dit exactement la même chose il y a quelques semaines. Je dis, hey, les gars, excusez, je vous laisse aller plus
sur le PR, puis on dit, ouais, Cap, c'est effectivement, faut arriver le premier. Et c'est un aspect, le nouveau terme, c'est le point de vigilance. C'est un point de vigilance dans ma gestion que je dois faire attention, c'est laisser la place à ce qui ne m'appartient pas, exemple. C'est pas moi le PR1, mais je le laisse aller aux autres. Puis autant de l'autre côté, je suis très, c'est sur ça, parce que sur le reste, je vais vraiment essayer tout le temps d'être en mode coaching, puis en mode leur laisser la place de ce qu'ils doivent faire, ou essayer à s'en servir. Vas-y, regarde, essaye, si tu as de la misère, je suis là à côté de toi, je vais pouvoir t'aider. Puis je me souviens que quand j'ai commencé en tant qu'officier, des fois, je dis, il y aurait ça à faire, je vais le faire. C'est correct. Alors que quand j'étais pompier, j'étais le premier à dire comme, hey, donne-moi-en, tu sais, je suis là, laisse-moi le faire, ça. Tasse-toi, Cap, je vais m'occuper. Fait que, autant je voulais le faire comme pompier, autant des fois, j'ai eu de la misère à le déléguer aux officiers, aux pompiers, finalement, quand je suis devenu en charge. C'est un manque de confiance? Un manque d'outils? Je pense que c'est pas un manque de confiance en toi, non, manque de confiance envers l'autre. Exactement. Je pense que ça fait partie de ça. Un manque pas de... Mais en fait, non. Je vais aller dire oui, puis pas en tout. Non. C'est pas parce que je leur fais pas confiance. Au contraire, j'ai énormément confiance avec eux. Je dirais que c'est comme je veux pas déranger. Tu sais, comme si... OK. Tout d'un coup, tu te dis, je vais avoir l'air de vouloir me servir de mon pouvoir pour faire exécuter quelque chose qui n'aurait pas besoin d'être fait par quelqu'un d'autre, alors que tu sais que tu peux le faire. Même que probablement que tu es bon pour le faire. Puis, tu sais, oublie pas que je te parle de ça, c'est quand j'ai commencé. Maintenant, aujourd'hui, c'est différent. T'sais, comme tu dis, à part sur le PR, de là, cette situation-là, de dire, OK, on a comme plus de temps, des PR plus jeunes, fait essayer de. La ligne entre je vais leur montrer, en faire du coaching, en leur montrant finalement des trucs, versus, parce que on s'entend que c'est dur des fois de le pompier c'est là. Pourquoi tu es moins bon en délégation de PR? Je dis moins bon, en fait, c'est peut-être moins ta force en délégation de PR, c'est les moments pour faire du coaching en PR sont peut-être moins nombreux. Tu sais, de dire qu'en caserne, à se parler, de simuler un appel, des fois, tu en le fais peut-être moins. Effectivement. Puis souvent, c'est peut-être plein de choses qui sont pas écrites dans le livre. Tu sais, c'est ton expérience terrain, il faut que tu réussisses à transmettre. Peut-être. Ben, peut-être. C'est une façon différente de le faire. Puis, parce que c'est tout le temps aussi de dire ton PR1, il est là, ton pompier est là, il parle avec son patient. Puis, tu lui souffles dans l'oreille. Hey, demande-y si. Demande-y s'il y a de la misère. C'est l'œdème. C'est ça. Tu sais, check donc ses pieds. As-tu de la fièvre? Tu sais. Tout le temps, tu veux pas avoir l'air de dévaloriser devant le patient. Ouais. Fait que là, des fois, tu vas juste comme embarquer. Madame, est-ce que faites-vous de la fièvre? Ou, tu sais. C'est tout le temps ça qui est intéressant à travers ça. Puis toi, comment tu abordes finalement la question de la délégation? En fait, je pense que ce qui arrive, c'est qu'on est souvent déçus. Déçus de la délégation qu'on a faite dans le passé. Parce que, on le voit, là, je travaille à plein d'autres gestionnaires, là, si on peut s'appeler comme ça, qui disent, je le donne plus au gars, ça n'a pas marché. Je le donne plus au gars, ça n'a pas marché. Puis demain, je disais, puis je l'avais dit dans un autre podcast, si ça marche pas, c'est souvent de notre faute. Ça ne marche pas parce qu'on n'a pas donné les outils, on n'a pas donné l'information. Parce que pour pouvoir déléguer, il y a des choses que je déléguerais. J'arriverais en charge dans une nouvelle caserne, que je pourrais déléguer ça les yeux fermés, puis d'autres qu'au lieu de déléguer, je vais peut-être accompagner, soutenir, donner de la formation, expliquer, ou que je vais passer bien plus de temps avant de le déléguer, parce qu'ils n'ont peut-être pas l'expérience, les outils, ou la formation, l'information nécessaire pour pouvoir avoir cette tâche-là qui est déléguée. Puis là, tu as délégué dans le passé, ça n'a pas marché, tu te dis, c'est fini, je le fais à vie. Mais toi, dans ton niveau de gestion, là, c'est tellement pas ta job. Puis là, ça vient occuper le quart de ton temps. Mais là, tu vas faire ça à vie. C'est plus long au début, le délégué. C'est sûr que c'est plus long. Quand tu as passé et tu as monté en grade, là, ça faisait des années que tu faisais ça. Ça, là, cette tâche-là, tu faisais ça sur le bout de tes doigts. Puis là, tout d'un coup, tu te retrouves en te disant, bon, mais je suis de l'autre côté de la table, là, puis je voudrais déléguer ça. Mais ça ne va pas à la vitesse que tu veux parce que c'est nouveau pour l'autre, c'est toi qui le faisais avant. C'est ça qui est dur. Ce qui est dur, c'est que tu n'as peut-être pas le moment d'échange, de parler de tes attentes, mais c'est surtout que tu te dis, bon, ben mettons que ça n'a pas été à ton goût, tu vas faire quoi? Tu le reprends maintenant, c'est toi qui le fais pour toujours? Mais ça ne marchera pas. Fait que là, faut créer des outils. Et de l'autre bord explique, aussi. Puis accompagne, puis explique pourquoi ça n'a pas marché, puis comment tu... Puis l'objectif final, parce qu'il faut que tu acceptes aussi que ça ne sera pas toujours fait comme toi tu le veux.
Effectivement. Ouais. Et de l'autre bord, si tu délègues pas, si tu l'as, c'est qu'est-ce qu'ils reçoivent comme message, qu'est-ce qu'ils peuvent recevoir comme message, c'est il me fait pas confiance. Ouais. Il pense que je suis pas capable. De toute manière, il va le faire. Exactement. Ah Donc, oui. bon, c'est beau. Et quand tu arrives à faire, si le pompier arrive à faire sa job, ce qui lui appartient, son rôle et ses responsabilités, ben c'est beau, vas-y, Cap, fais-les, vas-y, lieutenant, vas-y, chef, fais-les là, à ma place. Donc, ça a un effet négatif, tu sais, en voulant ne pas, c'est ça, je me suis rendu compte, tu sais, en voulant être le bon gars, être des fois, dire, oh, ça va aller plus vite, ça va être plus long à y expliquer que de le faire moi-même. Ben, à court terme, c'est une solution, mais à moyen terme, ça marche pas. Parce que c'est plus long de l'expliquer la première fois. C'est plus sûr. long de te casser le nez 3 fois. Mais par contre, c'est payant à long terme de déléguer. C'est tellement payant. Mais c'est pas juste payant en termes d'efficacité organisationnelle. C'est pas juste payant pour te dire que j'ai récupéré du temps, moi, comme gestionnaire. C'est payant pour la mobilisation. Tu sais, là, le lieutenant que tu lui fais confiance, puis que, là, je parle dans un rôle temps partiel, qu'il n'y a pas un chef qui se déplace sur tous ses appels parce qu'on lui fait confiance. Mais lui aussi, il apprécie cette forme de confiance-là. Il apprécie cette autonomie-là. Il apprécie le pouvoir d'agir, de pouvoir dire, moi, je change des choses dans l'organisation, je peux amener des idées. Puis avec la délégation, il y a un sentiment de responsabilité. Il y a un sentiment de devoir, peut-être à un moment donné, envers l'organisation, puis tout ça, c'est lié. Si je délègue jamais, ben, tu te détaches de l'organisation. Écoute, tu me fais penser à le livre de Turn the Ship Around, Renverser la vapeur. Je suis en train de le lire. Tu es en train de le lire. Écoute, hyper intéressant pour ceux qui, à la maison, ne connaissent pas. Histoire passionnante. On devrait faire un podcast, en fait, juste avec sur ce livre-là. On l'a fait déjà avec Extreme Ownership. Ben, en faire un sur Turn the Ship Around, ça serait un beau sujet. Je résume, dans le fond, le livre, c'est un commandant de sous-marin nucléaire de la marine américaine. Donc, on s'entend que c'est une organisation extrêmement hiérarchique, avec beaucoup de protocoles, avec beaucoup de choses déjà organisées. Il arrive et il est supposé devenir le commandant du USS Olympia, un sous-marin nucléaire performant au bout d'une certaine génération. Il passe à peu près 1 an à étudier ce sous-marin-là. Il connaît tous les problèmes qu'il y a eu dans le passé. Il a étudié la liste du personnel, des officiers, des sous-officiers. Il a étudié la façon de le réacteur nucléaire, l'armement. Il connaît ce sous-marin-là, honnêtement, pratiquement de fond en comble. C'est ce qu'il décrit dans le livre. Et là, quelques semaines avant de prendre son commandement, il reçoit un appel de son supérieur qui dit « Hey, finalement, tu ne seras pas affecté au USS Olympia, tu t'en vas sur le USS Santa Fe. » À quelques semaines, finalement. Fait que tout ce qu'il a fait comme étude a servi à rien. C'est un sous-marin différent, un autre similaire, la même classe, mais avec quelques petites différences, avec évidemment un autre personnel, avec une autre liste de problèmes qu'il y a eu. Et en plus, à ce moment-là... Il est très mal coté. Exactement. Un des sous-marins qui a les performances les moins élevées. Et là, lui, il dit, mais OK, gars, tout ce que j'ai à faire, c'est donner des bons commandements, puis ça va fonctionner. Et un des épisodes qui s'est passé, que ça lui a fait réaliser que ça ne fonctionnait pas, il est dans dans le poste de pilotage, finalement, du sous-marin, et là, ils font un exercice où ils roulent au lieu de rouler sur le moteur, ils roulent sur les batteries. Donc, évidemment, les batteries, ça a une durée de vie assez limitée. Donc, ils simulent une panne de réacteur nucléaire. Et il veut que ça aille plus vite. Il veut que la réparation se fasse plus rapidement. Donc, il dit, je sais ce que je vais faire. Je vais augmenter la vitesse du sous-marin. Donc, on va user plus vite les batteries. Bref, il dit à son second, il dit, OK, il dit, je veux en avant 3/4. Le second répond, en avant 3/4. Parce qu'ils font, comme dans les films de sous-marins, ils répètent l'ordre. Et là, il dit, je vois le matelot qui bouge pas. Puis là, qui est comme un peu mal à l'aise, puis qui se tortille sur sa chaise. Fait que là, t'as peut-être pas compris. Il dit en avant 3/4, le second, en avant 3/4. Et là, le matelot, qui regarde en arrière et qui sait pas trop quoi faire, fait que là, le commandant, il va voir le matelot, il dit, y a-t-il un problème? Ben, tu m'as entendu, tu sais? Ouais, c'est ça, il dit, ben, monsieur, il n'y a pas de 3/4 sur ce sous-marin-là, c'est 1/3, 2/3 ou full, tu sais. Là, tout de suite, pour essayer de se sauver la face, il dit, bravo, t'as passé mon test, excellent. Mais là, il dit, attends une minute, là. Il dit, moi, je ne savais pas qu'il n'y avait pas de 3/4. Puis le second, lui, il le savait-tu? Fait qu'il dit plus tard, il demande à son second, toi, tu savais-tu qu'il n'y avait pas de 3/4? Il dit, ben oui. Ben, il dit,
pourquoi tu t'as répété mon ordre? Ben, c'est parce que tu m'as donné l'ordre. Et là, il y a eu un frisson parce qu'il a dit, wow, attends une minute là. C'est une recette parfaite du danger. Parce que j'ai un équipage qui est entraîné à suivre exactement mes ordres. Puis je suis un commandant qui ne connaît pas le sous-marin du tout. Donc, il dit, c'est sûr qu'il va arriver un désastre. Qu'est-ce qu'il a fait? Entre autres, il a descendu son niveau de commandement à son second. Son second, il a fait descendre toutes ses responsabilités à ses sous-officiers. Les sous-officiers aux chefs de corps. Les chefs de corps et ainsi de suite. Donc, chaque personne se trouvait à prendre la responsabilité de son boss, de son supérieur. Il est devenu avec plus de rôle et plus de responsabilités, mais il est aussi devenu avec plus d'imputabilité. Je te donne la job, mais il faut que tu sois capable de travailler pour. Il faut que tu sois capable de répondre aux attentes qu'on a fixées. Et là, tu te dis, ben, instinctivement, si tu donnes la job de quelqu'un d'autre, plus de job, pourquoi moi je ferais la job de au-dessus? On pourrait penser, dire, ça n'a pas fonctionné ou ça va avoir des effets négatifs sur la mobilisation, la motivation, qui était déjà en passant très mauvaise. Mais au contraire, ce que ça a eu comme effet, entre autres, c'est que le sous-marin est passé du pire sous-marin de la marine à ce moment-là à un des meilleurs sous-marins. Puis 7 des sous-officiers sont maintenant devenus des commandants de leur propre sous-marin nucléaire. La délégation, à tous les niveaux plus bas, descendent finalement les rôles et responsabilités à ceux qui ont l'information et qui ont besoin de l'avoir, a fait en sorte que l'ensemble du sous-marin a augmenté ses performances de façon drastique. Puis tu dis, à ta minute, là, c'est dans une structure extrêmement hiérarchisée, où il y a énormément de protocoles, puis il a réussi à faire ça comme tel. Fait que de dire, ben, la délégation envers des personnes qui, dans le fond, disent, c'est peut-être pas nécessairement ma job. Au contraire, ça a eu un effet mobilisateur puis motivateur sur l'ensemble de l'équipe. J'adore à 100%. Excuse-moi, je t'ai vendu le punch. Là. Moi, je sais. Je connaissais un peu déjà la fin, là. Mais il s'est assuré qu'il y avait tous les outils, qu'il y avait toutes les informations, qu'il possédait les compétences, parce qu'il y a eu un épisode où est-ce qu'il a déjà essayé la délégation, les yeux fermés, puis que ça n'avait pas marché. Exact. Puis là, de manière, il s'est dit, je vais le faire différemment. Exactement. Parce qu'il y a des moments pour déléguer, il y a des choses que tu peux déléguer, puis ça ne veut pas dire que ça va tout le temps marcher, mais c'est de venir faire aussi du contrôle. Puis du contrôle, honnêtement, on n'est pas tout le temps bon là-dedans. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que notre indicateur de performance, à savoir si le travail est bien accompli, c'est sûr que quand on parle d'un feu, est-ce qu'il est éteint? C'est déjà l'indicateur numéro 1. Mais est-ce que ça a été fait à ton goût? C'est que souvent, on n'a pas défini, nos indicateurs de performance. 2, souvent, on n'a même pas défini nos propres attentes. On n'a peut-être des fois même pas défini l'objectif final. On lui a dit, je veux que tu t'occupes de ça. Ta marnouche est dans mes vagues. Puis on voulait parler un petit peu d'un moment d'échange formel qui amène ça. Parce que dans l'incendie, Simon, dans le bureau. Simon, dans le bureau. C'est souvent très, très, très péjoratif. C'est souvent si tu vraiment au bureau des officiers, tu te fais appeler au bureau des officiers, c'est effectivement rarement pour te faire dire bravo. C'est rarement pour parler avec l'autre de ses attentes envers ses officiers, ses attentes envers comment ça se passe dans la caserne, c'est quoi ses forces et faiblesses, y a-t-il quelque chose qui a envie de travailler, y a-t-il quelque chose qui le stresse, y vit-tu des moments particuliers, un moment d'échange formel avec son supérieur immédiat, puis lui en même temps va pouvoir y en parler de ses attentes envers lui, puis au travers d'un moment d'échange. C'est important ce moment d'échange-là formel, aussi si tu viens confier un mandat, encore plus si l'objectif il est de grande valeur, ou tu sais que tu dis ça c'est crucial, là. Mais prends un moment formel, pas juste des détours de corridor pour vous dire en passant, n'oublie pas, faut tout checker ces affaires-là. Comme si le fait de prendre le temps, ben, ça voulait dire qu'on ne fait pas assez confiance ou qu'on pense qu'il ne connaît pas à 100% tous les enjeux. Non, je veux vraiment juste bien te l'expliquer pour bien qu'on sache. Parce que si je t'ai tout dit, c'était quoi les enjeux? Si je t'ai tout dit les étapes auxquelles il faudrait être évalué, ben, il n'y aura pas de surprise. OK. Fait que, quand on arrive à ça, prends le moment. Mais tu sais, de manière, tu me disais, tu sais, des fois, il faut que je dise à un gars, faudrait que tu laves les coffres. Est-ce qu'on a besoin de dire ou c'est juste son travail? Est-ce qu'on a délégué la tâche? Est-ce qu'on a délégué la tâche de nettoyer les coffres ou ça fait plutôt partie directement de son travail? Est-ce qu'il sait que ça fait partie de son travail? Tu sais, quand on vient là, à base là, de
est-ce qu'il peut, il veut, il sait, ou tu sais, Ouais. tu te souviens de cette... Oui. Rappelle-nous donc un peu, là, c'est quoi l'organigramme? Oh, il sait, il peut, il veut. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce qu'il Ouais. est-tu capable de faire la job qu'on lui Ouais. demande? Est-ce qu'il a les connaissances? Est-ce qu'il a les outils? Est-ce qu'il a le temps? Est-ce qu'il a les ressources? Est-ce Ouais. qu'il veut la faire? Je ne me souviens pas exactement, mais Ouais. oui, tu sais, on voit, tu sais, puis ça fait déjà une couple de fois qu'on répète ça, mais est-ce que ton pompier, là, est-ce que ça fait partie de son travail de faire ça? Bien, est-ce qu'il sait que ça fait partie de son travail? Et c'est là où tu vois comment toi... Le moment formel. Bon, mais comment tu fais, toi, pour amener le moment formel sans que ça ait l'air d'un moment formel, finalement? Ou que sans que ça ait l'air négatif? Bon. Moi, je pense qu'il y a deux choses à mettre en relation. Puis ça va dépendre un petit peu de soit l'urgence d'agir ou tu sais, de l'urgence du moment, mais je pense qu'il y a plein de choses. On se dit comment ça se fait que ça roule au quart de tour dans cette caserne-là, ça va super bien. Mais c'est la culture organisationnelle au travers d'une grande culture. C'est la culture de cette caserne-là, ou de ce groupe-là sur cette caserne-là, au travers d'une grande organisation. Là, pourquoi? Parce que c'est échangé au travers d'histoires. C'était quoi les attentes? Puis qu'est-ce qu'il faisait mon bonhomme dans le temps? Puis ça marchait. Puis quand le bonhomme dans le temps, il savait qu'il fallait qu'il fasse ça. Puis là, qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Tu es en train de parler des normes de l'équipe informelle sur les attentes que tu fixes. Fait que juste des fois au travers d'histoires, puis ça peut être des histoires de feu, ça peut être des histoires en caserne. Puis dans le temps, les gars, ils avaient ça, puis ils faisaient attention à ça. Puis ça, dans le temps, ça comptait. Puis ça, c'était bon. Ça marque l'imaginaire de quelqu'un qui vient de rentrer. D'entendre ces histoires-là, d'entendre relater ces souvenirs de guerre-là, puis tout ce qui devrait être fait, ça te remet aussi en question en disant « Oh, j'ai pas fait ça, moi. » Fait que je pense que ça, c'est déjà une première étape, déjà pour amener la culture, puis après ça, le moment formel à dire soit autour de la table au déjeuner avec tout le monde, soit le moment formel avec juste quelqu'un, de dire moi, mes attentes, moi j'aime ça, puis il y a un moment d'observation, honnêtement. Il y a un moment d'observation, tu peux pas arriver dans un nouveau groupe sans avoir vu c'était quoi les normes de fonctionnement autour. Oui, la pire affaire, t'arrives. Mais oui, arrive et dire moi, important, maintenant ça marche comme ça. Parfait, toi maintenant, on veut plus jamais te parler. Mais voyons donc, tu peux pas faire ça. Mais prends le temps d'analyser ton groupe. C'est quoi tout le non-verbal qu'on voit aller? C'est qui est influent auprès de qui? Regarde ça aller, tu vas apprendre plein de choses. Tais-toi, puis regarde, là, c'est bon. Tu as un groupe de plus vieux Ouais. qui connaissent leur job, tu as un groupe de plus jeunes qui ont besoin de plus de coaching. C'est évident que ton agissement va être différent. Ouais. Ils sont rendus dans leur carrière, ils sont rendus dans leurs compétences, dans leur motivation aussi. Oui. Ça, c'est énorme comme facteur quand tu vas l'analyser comme tel. L'adaptabilité, la flexibilité, c'est deux belles qualités de leadership. Et tellement. Ouais. Tu vois, moi, un truc que j'ai... Tu m'as pas dit, toi, Simon, comment tu fais passer ton message formel? Ben, j'ai essayé ça pour le fun. C'est un petit peu particulier. Puis ça ne fit pas avec tout le monde. Mais pour moi, en tout cas, à date, ça a super bien passé quand je l'ai fait. On a fait des rencontres d'équipe. Donc l'ensemble, là, j'ai commencé quand j'étais lieutenant avec un capitaine. Puis je disais à mon capitaine, on devrait commencer à faire des rencontres d'équipe. Parce qu'on avait une équipe qui allait super bien. Puis il n'y avait pas de problème. Fait que je dis, Cap, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des rencontres d'équipe justement pour leur dire que ça va bien puis qu'il n'y en a pas de problème? Ben oui. Je dis, pourquoi on ferait ça? Ben, pour leur donner de la reconnaissance. La reconnaissance. Exactement. Puis je dis, avec ce que je te propose. On va commencer par faire une première étape de rencontrer tout le monde ensemble. Donc, on le faisait déjà un peu de façon informelle, un peu jaser. Bon, OK, ce mois-ci, il y a ça. C'est quelque chose, les gars, vous voulez jaser? C'est quelque chose qui vous... Tu sais, c'était un petit peu vraiment là, à la bonne franquette. Puis c'était parfait, puis ça fonctionnait bien. Mais je dis, gars, on va prendre ça, puis on va le rendre plus formel, justement. Fait qu'on a fait une rencontre d'équipe. On s'est rencontré les gars. On a donné nos objectifs de l'année. Puis on a dit, regardez bien, les messieurs, ce qu'on va faire. Là, je dis messieurs, parce qu'il y avait juste des gars dans cette équipe-là. Je vous donne 5 questions d'avance et on aimerait vous rencontrer chacun de façon individuelle. Mais je vous donne déjà les questions qu'on va vous poser. On va vous demander comment ça va vous trouvez en ce moment sur votre groupe de travail, sur votre équipe. Comment vous trouvez que ça va? Quel est votre rôle sur ce groupe de travail-là? Troisième question. Quels sont tes objectifs à court et moyen terme? Qu'est-ce que tu aimerais développer? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit fait? Puis autant professionnel que personnel. Ça peut être à l'extérieur, quelque chose que tu aimerais développer.
4e question, comment est-ce que nous, on peut faire pour t'aider dans cet objectif-là? Puis comment est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer dans notre façon d'être par rapport à tes attentes à toi? Et la 5e, puis la meilleure question qui était la plus tough, si demain matin, je te nomme en charge sur cette équipe-là, sur notre équipe, je veux que tu me nommes 2 choses que tu ferais en tant que nouveau capitaine. 2 choses, ça peut être une chose que tu changerais ou une chose que tu continuerais de faire, 2 choses que tu changerais, peu importe. Mais ces 5 questions-là, tu peux pas les arriver et les donner au gars. Non, exactement. Tu laisses le temps au gars d'y réfléchir. Et là, on a rencontré chacun des membres de personnel, puis on a posé ces 5 questions-là. Le truc avec le temps, parce que j'ai eu la chance de le faire sur plusieurs équipes, le secret que j'ai trouvé avec le temps, c'est de ne pas tomber dans la défensive. Quand le gars, mettons, il dit « Ben, moi, je trouve qu'on pourrait faire ça, ça. » Ouais, mais c'est de ne pas parler. Tu fais juste le laisser parler. Puis, la première fois qu'on l'a fait, comme je te dis, c'est sur une équipe qui allait extrêmement bien. Ben, tu aurais dû voir la fierté que les gars en sont sortis. On a juste laissé parler les gars. Puis après ça, on est tombé dans notre appréciation. De dire, hey, voici nous, là, quand tu as parlé de ça, tantôt, quand tu as donné ta vision sur l'équipe, j'étais tellement d'accord avec toi parce que je te vois comme ça. Ou au contraire, hey, sais-tu quoi? Moi, je pense que tu te dévalorises parce que la place que tu as sur l'équipe est encore plus importante que ça. Donc, la reconnaissance qu'on est allé donner aux gars en leur disant, on est hyper content, on est hyper fier de ton travail, mais attention, c'était pas une reconnaissance comme, hey, sérieux, tu fais une super bonne job. Ça donne rien. Ça vaut bien, ça. Mais non, exactement. La reconnaissance non précise. Non, c'était vraiment, on s'était forcé de trouver vraiment des points spécifiques à chaque personne dans l'équipe. De dire, hey, toi, quand tu amènes des discussions à la table, quand tu amènes des points d'amélioration, c'est toujours pertinent. Tu es toujours en mode écoute. Tu es toujours le premier. Spécifique. Très spécifique. Puis je te dis, tu lis l'émotion des fois là, dans les yeux des gars. Là, puis comme, les gars étaient vraiment touchés. Et quand on a continué à faire ça, j'ai fait ça, comme je te dis, sur plusieurs équipes, bien, ce moment-là de rencontre formelle a aussi servi à apprendre des choses, à apprendre des affaires sur les pompiers que même si ça faisait quelques mois que je travaillais avec ce gars-là, j'aimerais que ce gars-là, il est vraiment en instance de séparation. Ça soulève des bobos, des incertitudes qu'une personne va avoir parce que, tu sais, puis encore plus dans une nouvelle équipe, tu dis j'arrive puis je fais ça, là. Ben oui. Puis là, c'est une nouvelle équipe. Tout le monde a une espèce de façade qu'il veut présenter aux gens. Exactement. Mais c'est un moment privilégié-là de dire, hey, moi, là, mes officiers prennent le temps de me rencontrer pour m'écouter, puis on n'aime pas ça, hein, le silence. Non, effectivement. Mais quand tu dis de pas parler, ça devait le ronger. Ah, oui. Mais tout ça te ronge, mais ça force l'autre aussi à parler. Mais là, tu es en mode écoute active. Là, c'est vraiment là, les trucs d'écoute actif au maximum à... Tu sais, la petite phrase, tu sais, c'est ordinaire à la maison. C'est ordinaire à la maison. Tu sais, je répétais, là, ben, tu sais, parce que ça brasse un peu. Ça brasse un peu. Là, tu sais. OK, je vais me séparer. By the way, vous pouvez essayer ça avec vos conjoints, vos conjointes. Tu peux faire 2 heures. Ouais, facile. Tu peux tenir une conversation facile. Elle écoute pas le podcast, fait que je suis correct, mais tu peux tenir une bonne conversation, juste à répéter les derniers mots qui. Mais tu dis que. Tu arrive avec un moment formel où la personne sort du bureau, puis hey, c'était pas négatif. Au contraire. Puis la prochaine fois où si j'ai quelque chose de négatif. Recadrer quelque chose. Exactement. Attention, parce que j'aime même pas le mot de dire négatif. Si j'ai quelque chose, un point d'amélioration que cette personne-là, j'aimerais qu'elle apporte, bien déjà en partant dans l'atmosphère puis dans son attitude, ça sera pas. Je rentre dans le bureau. Puis c'est pour me faire ramasser. Non, la dernière fois, c'était pas pour me faire ramasser. Puis l'approche qui va être utilisée, elle va être vraiment différente à ce moment-là. Je suis 100% d'accord. Puis ça me fait penser parce que tu viens créer des émotions. Tu sais, puis ça, c'était 5. Moi, on a fait le cours ensemble, le certificat, puis je pense qu'il y a une slide de PowerPoint que je me suis dit, je vais garder ça toute ma vie. Là. Okay. Puis c'était les émotions qui viennent stimuler la mobilisation. Mais il n'y a pas d'émotion dans une caserne. Voyons. Il y a juste de ça. Que de ça. Puis c'était je me rapprochais ça un peu. Puis on parlait beaucoup du pouvoir d'agir. On parlait beaucoup du sentiment de justice. On parlait beaucoup de la confiance. Puis c'est tous des sentiments qui sont des fois même directement reliés à la délégation. Parce que si je délègue, si je te fais assez, je montre que je te fais confiance. Puis si je délègue bien, ben je vais te donner l'impact je vais te donner la chance d'avoir un impact sur notre caserne. Quand tu parles de... C'est moi qui me prenais une note.
Quand tu parles parce que tu as parlé de caserne versus le feu, j'imagine de toute façon que ton attitude est différente quand tu es au feu versus en caserne. Tu peux pas avoir la même. Comment tu gères ça, toi? T'as-tu la même personnalité? Ben, je te dirais, j'ai quand même pas mal la même personnalité, mais ça revient encore à est-ce que je peux te faire assez confiance? Tu sais, est-ce que je t'ai donné les outils? Est-ce que je ne prendrais pas le gars qui a une semaine de date, qui est mon cadet, pour lui donner une responsabilité puis déléguer quelque chose qu'il ne maîtrise pas parce qu'il manque d'expérience, de connaissances, d'outils ou d'informations. Il faut déléguer encore des choses. Tu peux pas gérer un feu tout seul. Tu sais, on a parlé puis dans le précédent épisode sur l'explosion de propane. C'était l'événement pour déléguer. Je pouvais pas tout contrôler. Alors même qu'on était dans un moment d'urgence ultime où est-ce qu'on parlait de sécurité civile, puis qu'il y a des décès, puis qu'il y a du monde qui meurt. Si t'es pas en mesure de déléguer, je pense qu'on se dirige vers l'échec. Okay. En caserne, je pense que tu vas déléguer pour d'autres raisons. Tu sais, à toutes les fois que tu vas déléguer quelque chose, tu viens aussi démontrer à l'autre qu'il est capable d'atteindre un objectif, puis même par rapport aux yeux des autres. On parlait de la vaisselle, un moment donné, en caserne. On disait, pourquoi c'est important de faire le café? Je ne bois pas de café. C'est important quand même de faire le café. C'est important quand même de faire ces petites tâches-là, parce qu'au fur et à mesure qu'on te donne des responsabilités, à toi qui es nouveau dans une équipe, tu viens démontrer aux autres qui peuvent te faire confiance, parce que tu vas livrer la marchandise. Je veux pas savoir si tu fais du bon café. Je veux savoir si tu es capable d'être en relation avec nous autres, puis de rencontrer des objectifs qu'on s'est fixés, aussi petits soient-ils. Fait que le café, c'est pas une histoire de café. C'est ce que ça représente. C'est une histoire de responsabilité, puis de confiance, puis de lien entre nous autres. Au feu, je pense que j'ai souvent la même attitude parce que je me suis dit, j'ai pas l'impression d'être un militaire tant que ça au feu, honnêtement, parce que je me suis dit, des fois l'escalade, les émotions, je pense que la manière à moi de pas crier, c'est la manière à être détendu, dire. Tu sais, juste des fois, tu vois quelqu'un arriver avec un regard dans. Ouais. Ça va bien? Ouais, parfait. Je vais t'expliquer le feu. Ça a commencé comment? Il se propage où? Il a débuté là, il se propage là, ça. J'ai une gang comme ça, mais je sais que oh, ok, c'est un moment-là, finalement. Moi, je pensais que je m'en allais en enfer dans une seconde, mais on dirait que des fois, ça te détend l'atmosphère. Mais je vais déléguer des responsabilités. Par contre, je vais m'assurer d'y avoir donné toutes les informations, puis je vais effectuer un contrôle après. Mais tu vois, moi, je pense que j'ai pas le même ton de voix, définitivement. Ouais. Je pense que j'ai un regard plus sérieux. Ouais. Parce que j'ai toujours, tu sais, en caserne surtout, là, chose comme, hey, ça va, tu sais, avec le nez de clown dans les poches. Je sors pas mon nez de clown au feu, non, évidemment. Non. Tu sais, ça va être une autre façon d'agir. Puis c'est drôle parce que je pense souvent à un de mes amis, Martin Corriveau, tu sais, qui est le monsieur nez de clown, justement. Ouais. Tu sais, on le salue d'ailleurs. Un gars avec qui j'ai énormément apprécié travailler, que j'apprécie encore travailler avec lui d'ailleurs. Ben Martin, lui, il dit tout le temps, je suis Dr. Jekyll puis Mr. Hyde. Le livre au secondaire qu'il fallait lire, t'as les doubles personnalités. Il dit, quand j'arrive au feu, il dit, je suis très sérieux, il dit, c'est pas le temps de niaiser, puis tout ça. Mais il dit, quand c'est une fois que le feu est fini, il revient plus à Martin qui fait des tours de magie, puis qui c'est ça, qui est dans son naturel, de ce côté-là. Fait que je pense que... Je comprends quand on vient parler de la touche d'humour, mais par contre, je pense qu'au niveau de la délégation, si c'était vraiment ça, dire comment t'es au feu, je pense que je m'assure de pouvoir continuer à déléguer parce que je pourrais pas tout voir, tout faire, tout expliquer. Je suis d'accord avec toi, je pense que c'est plus dans la façon que je vais le dire. Le verbaliser. Oui, exactement. Ça va être plus direct, puis c'est normal aussi. Ben oui. Exactement. Fait que, super. Mais hey, c'est tellement intéressant de jaser avec toi. On continue longtemps, je pense, à en parler. Ben, tu sais, ça revient tout le temps comme au leadership que tu veux appliquer en tant qu'officier ou que futur officier, puis même en tant que pompier, parce que quand tu es pompier, tu veux comprendre un peu comment ton officier réfléchit. Puis ça revient à pas turn ownership, excuse, à extreme ownership, tu sais, l'idée vers le haut de la chaîne de commandement. Comment est-ce que je peux faire pour aider mon officier à prendre ses meilleures décisions, puis comment est-ce que je peux faire à recevoir aussi de l'autre côté plus de responsabilités, tu sais. Quand tu vas lui donner ses responsabilités, ben, il va se développer. Mais on se pose des fois la question, comment ça se fait qu'il n'y a pas de relève? Mais si on ne l'a pas préparé, comment tu veux réussir à faire face au constat, à dire, dans mon organisation, il n'y a personne qui veut monter, mais on ne leur a jamais donné la chance de s'impliquer, on ne leur a jamais donné la chance de participer
à gérer des mandats, des dossiers, quoi que ce soit. Et c'est normal qu'il y ait cette espèce de déresponsabilisation. Mais si je veux qu'il devienne un jour un chef aux opérations, ben, faut déjà que tu commences par lui donner la chance, dans ses débuts, dans ses premiers faits d'armes, de dire parfait, gère-les. Ça veut pas dire que je te laisse tomber, ça veut juste dire que je vais prendre un pas de recul. Je t'assure que je suis là, je t'assure que ça va bien. Si jamais tu as des questions, je vais te challenger. Ça veut pas dire parce que souvent on dit un petit peu de difficulté, je te donne la réponse. Mais non, interroge-toi, pose-toi des questions, c'est comme ça qu'on chemine ensemble. Puis en même temps, toi puis lui, là, ça va tellement faire un bon lien de confiance après de dire je le sais qu'il me soutient. Exactement. Je le sais qu'il me soutient, mais je le sais qu'il me donne aussi la chance de faire mes propres preuves, puis de m'interroger moi aussi, puis d'avoir mon propre questionnement. Ça va développer de la relève. Moi, la pire phrase là, que un chef peut me dire, c'est ah, tu vas comprendre, mais que tu sois rendu là. Ben, je sais pas, je serais peut-être jamais rendu là. C'est pas ça l'idée, au contraire. Il faut que tu me le dises là, maintenant. Tu peux pas dire ah, gars, tu vas comprendre plus tard. Non, c'est maintenant, je veux le comprendre pour être encore mieux un défenseur de cette décision-là envers l'équipe. Si tu me donnes une tâche, tu me donnes quelque chose. C'est quoi ça, Simon? C'est de la priorité. Est-ce qu'il a pris le temps de dire je vais expliquer pourquoi? Parce que c'est plus long. C'est comme quand on disait je délègue, mais expliquer c'est long. Expliquer c'est long. Des fois, c'est plus facile de dire oh, tu peux pas comprendre. C'est pas vrai. Il peut comprendre. Puis, en plus que toi et moi, on est de la génération, je veux dire, un peu plus jeune. Tu sais, t'es un petit peu plus jeune que moi, quand même, c'est correct, mais les plus d'expérience, je vais dire les anciens, c'est pas bon ça, les plus d'expérience disent que les jeunes à cette heure, il faut tout le temps leur expliquer. Alors qu'avant, tu fais ça, c'est tout. Tu sais, citer encore Martin Corriveau, il dit, en niaisant, souvent il dit si je te demande de sauter, la seule chose savoir que c'est au comment. Exactement, tu sais. Mais à cette heure, c'est mais pourquoi? C'est important de le mentionner. Pourquoi? Parce qu'on demande un niveau d'études plus élevé. On a des gars qui ont été à l'école plus longtemps. On a des gars qui sont d'une génération qui ont besoin de le savoir. Puis qu'une fois qu'ils le comprennent, c'est plus long, mais une fois qu'ils le comprennent, ils deviennent les défenseurs de ces idées-là et ils deviennent encore plus outillés pour faire la comme tâche. si ton chef te l'avait expliqué. Exactement. Puis qu'il n'avait pas dit tu comprendras quand tu seras chef. S'il t'avait dit regarde, je vais t'expliquer ça là. Tu sais, des fois on dit ça, c'est le portrait global, là, le big picture. Ça, c'est avec ça, avec quoi il faut que je compose. Ah, maintenant je comprends. Ben oui. Je comprends parce que tu m'as expliqué ta réalité. Ça m'amène des fois à être moins critique envers la situation. Ça m'amène à mieux comprendre comment je peux t'aider, puis quelle responsabilité moi je peux prendre sur moi, peut-être même pour te délester. Parce que des fois, on a l'impression là, que si tu le fais toi-même, c'est moins stressant. C'est moins stressant parce que je donnerai pas, j'ai pas le temps, je l'expliquerai pas, puis de toute manière, il va vouloir savoir pourquoi il faut qu'il saute au lieu de comment. Mais si tu le délègues, là, t'es bien moins stressé. OK. T'as ce poids-là sur ton épaule, tu le donnes à l'autre. Tu vas te rester après ça à faire du contrôle, de dire je vais me décharger de cette responsabilité-là. Puis l'autre, là, qui l'attendait, qui revendiquait, comme tu faisais quand tu étais pompier, comme que je faisais à temps partiel quand j'étais pompier puis lieutenant avant de devenir chef directeur, de dire donne-moi-en des responsabilités, j'en veux. Il en demande, donne-y-en, puis toi, toi, ce poids-là, puis donne-y, il va juste te rester à outiller la personne. C'est tellement, on pense honnêtement, tout le temps qu'on est moins stressé si on délègue pas, puis c'est tout à fait le contraire. C'est comme ça que tu le sens, toi? Je le sens comme ça fait du bien. Une manière de ne pas voir ton nom relié à chaque dossier, puis de dire ça, c'est moi qu'il faut qu'il le fasse. Ah, c'est vrai, il faut que je livre ça, il faut que je livre ça. Mais non, il te reste juste à coordonner le tout. Okay. Il te reste juste à soutenir plein de personnes qui revendiquaient ces responsabilités-là. Honnêtement, ça, je pense que c'est un beau facteur de réussite d'être capable de déléguer. Puis, est-ce que tu remarques dans ton organisation d'avoir une meilleure rétention de personnel ou une meilleure préparation à des niveaux supérieurs? Je pense qu'il va y avoir un meilleur sentiment d'accomplissement au travail. OK. C'est principalement ça. Puis, tu sais, c'est directement relié. Le sentiment d'accomplissement, si tu me demandes à tous les jours de dire oh, moi, là, je peux juste faire des horaires, c'est mon niveau hiérarchique. Mais là, tu me donnes la chance de m'impliquer dans un comité sur l'intégration des recrues. Tu vas participer à l'élaboration d'un devis pour l'achat d'un véhicule pompe. Puis ça, là, tu fais ça même avec du monde qui sont un peu plus bas dans le niveau hiérarchique. On dit ah, ben non, il y a juste une chemise blanche, je pourrais gérer ça. Ben non, ce monde-là, il travaille directement avec cet outil-là. Implique-les, ça va être tellement bon. Tu vois ça comme une forme de reconnaissance? Je vois ça comme une forme de confiance. OK. Une forme de confiance, de dire je pense que tu sais aussi ce que tu veux.
Moi, je vais te parler de c'est quoi mes enjeux financiers, le budget, les orientations stratégiques. Mais oui, tu sais, de la reconnaissance. Non, je pense que c'est vraiment de la confiance. Parce que si on ne leur faisait pas confiance, on n'assurerait pas ce monde-là autour de la table. Puis ça va devenir de la reconnaissance parce qu'il va se sentir, il va avoir pas une gratitude, mais assurément, son niveau d'accomplissement au travail en vient générer du bonheur un peu, de dire j'ai la chance de m'impliquer, j'ai la chance de me voir confier ces responsabilités-là. Elle va venir de là, cette reconnaissance-là. Parce que c'est quelque chose qui est aussi très complexe, la reconnaissance maintenant en incendie, de dire comment est-ce qu'on fait pour reconnaître le travail accompli des pompiers, les standards, comment est-ce que les standards sont établis? On n'en a pas, dans le fond. Là, comment est-ce qu'on... C'est ta médaille de 15 ans, 20 ans, that's it, tu sais. Puis chaque personne aussi a des niveaux de reconnaissance, des besoins de reconnaissance différents. Je pense, exemple, à dire une équipe où tu vas dire hey, good job les gars. Non, t'as pas, c'est ma job. Tu n'as pas besoin de me dire bravo là, à chaque fois. Puis il y en a d'autres que lui, il a besoin à chaque fois qu'il fait chaque fois qu'il lave un coffre. Ouais, exactement. Tu sais, hey, bravo, c'est bien fait. T'sais. Chaque personne a des niveaux, des besoins de reconnaissance différents. Ça, c'est un autre aspect qu'en tant qu'officier, on doit considérer, on doit se questionner, puis chaque personnalité est différente à travers ça. Oui, comme qu'on revenait à s'adapter. Comme avec quand tu vas rentrer, si un jour je me déplace dans une caserne avec des gars bien plus vieux, qui vont dire ça va, c'est ma job, je savais comment ça marchait. Puis quelqu'un que je veux l'amener à comprendre les objectifs, les besoins et les attentes qu'on a. Puis quand il va les amener, tu sais, parce que la différence avec ton groupe qui est plus vieux, là, c'est qu'il est mature. Mm-hmm. C'est que lui, il est juste rendu à dépasser de la performance. Lui, il est rendu à avoir de l'autonomie. Il a moins besoin de se faire accompagner vers le chemin de la réussite. Puis là, tu sais, des fois, on se dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui est différent? Ben, c'est la maturité du groupe. Ton groupe de plus jeunes, il a peut-être besoin de plus souvent de se faire dire que c'est bon. Pourquoi? Parce qu'on veut venir susciter ce désir de plaire-là. Tu sais, quand tu lui dis, en passant, les gars, là, quand les trucks sont propres de même, là, je suis vraiment fier de notre caserne. Ben là, tu te colles, ça, c'est le fun. Là, tout le monde va créer ce sentiment de fierté-là, de sa caserne, de son poste, de son groupe, de son service, quoi que ce soit. Quand au feu, les gars, on a telle attitude, ça nous rend fiers. Quand toi, tu fais ça, mais là, on vient créer ça. On est en train de bâtir quelque chose avec un groupe. Bâtir une culture. Bâtir une culture. Ta caserne, avec tous des vétérans, là, sont déjà accomplis. Eux autres, ils ont juste besoin... Ils vont dire, en passant, j'ai besoin de ça. Parfait, je te le donne. Ils ont besoin d'être soutenus. Ils n'ont pas besoin d'être accompagnés au même titre que ton autre caserne. Je pense qu'elle est là, ton niveau de reconnaissance. Des fois qu'on se dit, comment ça se fait? Aujourd'hui, ils ont tous besoin de reconnaissance. Ah, mais je ne m'étais pas interrogé. Je suis rendu capitaine dans une nouvelle caserne, dans une partie de l'île où est-ce que j'ai des gars plus jeunes avec moi sur mon équipe. Ben oui, c'est normal. Puis si on avait repris la même histoire il y a 30 ans, là, probablement que le jeune, là, il l'aurait pris en temps, la reconnaissance lui aussi. Mais il se faisait se dessin même sur moi. Mais ça aurait marché aussi, je pense. On reste quand même des humains. François, merci de partager ton expérience et ta vision de l'incendie. C'est toujours intéressant. Ouais. Gang, encore une fois, vous avez besoin d'informations, de questions, de sujets pour le podcast, n'hésitez pas. Écrivez-nous à info@flashformation.com. On est toujours heureux de vous avoir, de lire vos commentaires à travers ça. Et on se voit bientôt pour un prochain épisode. Salut tout le monde. Salut. Cet épisode vous a été présenté par Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire Multiprêt Hypothèque, présentateur officiel de la saison 2 du podcast de Flash Formation.